Chers amis, chers membres du Cercle du Lac, chers invités de ce soir, donc nos orateurs et nos panélistes, au nom de mon coprésident Raphaël Peters qui est assis là-bas, au nom de l'équipe du Cercle du Lac et de notre directrice générale Sylvie Waudon, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Cercle du Lac pour ce forum économique. Vous savez que ce forum économique du Cercle, c'est chaque année l'occasion de réfléchir à l'avenir en fait de nos fonctionnements, ceux de l'entreprise, ceux de notre monde socio-économique, mais peut-être aussi de nos fonctionnements à tous, à chacun de nous en fait. Vous le savez, le Cercle du Lac, c'est un cercle différent des autres. Non seulement il est meilleur, mais c'est un cercle d'entreprise et résolument tourné vers l'avenir. Vous savez que notre slogan, c'est « Ensemble, réinventons le futur » et c'est un idéal que nous essayons de faire vivre à travers toutes nos activités, en particulier à travers celle de ce soir. Et ce soir, pour une fois depuis plusieurs mois, nous espérons qu'il ne sera pas question que du Covid. Ça va nous changer. Sauf à dire toutefois que cette crise, cette pandémie, n'ont fait que mettre davantage en lumière des faiblesses ou des défis de notre monde moderne qui lui préexistaient en fait. Et j'en cite en particulier deux. D'une part, un système économique basé sur le profit et la croissance qui génère de nombreuses inégalités ou à tout le moins qui les entretient, car il n'est pas sûr que toutes les inégalités soient la conséquence du système capitaliste. Certaines sont bien plus anciennes et d'ailleurs existent aussi dans les autres systèmes non capitalistes qui ont été tentés. Et d'autre part, une économie et des modes de vie qui consomment chaque année plus de 1,7 fois ce que la planète est capable de produire. La conclusion est simple. Ce système, même avec toutes ses qualités, n'est ni juste ni tenable. Il faut absolument passer à un modèle économique qui soit à la fois durable et inclusif. De nombreuses études montrent qu'à sa naissance, le capitalisme a su s'adapter aux circonstances du temps, et c'est d'ailleurs ce qui a assuré son succès, mais qu'il est devenu au fil du temps non plus un simple système économique, mais une sorte d'idéologie exigeant que les circonstances lui soient adaptées. Dans son livre « The Future of Capitalism », publié en 2018, Paul Collier analyse cette évolution et explique comment nous en sommes venus à penser que le capitalisme fonctionne parfaitement tout seul, par lui-même et sans avoir besoin de pilotage, produisant ainsi non seulement des biens à vendre et à acheter, même s'ils ne correspondent à aucun besoin réel, mais produisant surtout un être humain transformé en homo economicus, délivré de toute obligation morale. À la différence de certains gourous, Paul Collier ne propose pas de jeter au bac le capitalisme à cause de ses défauts, mais il propose de le corriger de ses défauts pour l'améliorer et pour pouvoir le garder. Selon lui, il est temps de revenir aux fondamentaux et à un capitalisme pragmatique qui s'adapte au monde tel qu'il est et tel que nous voudrions qu'il soit dans le futur, pour peu que nous prenions conscience des véritables enjeux. Un capitalisme qui aurait pour objectif moins le profit que la réponse aux besoins et la solution des problèmes, et apportant une plus-value à tous les acteurs, à chaque étape de la chaîne économique, de la production à la consommation. C'est ce qu'on appelle l'économie de la mutualisation qui nous réunit ce soir. Évidemment, ce changement d'approche implique tous les acteurs, les entreprises bien sûr, mais aussi les écoles de management dans les universités. Ce changement requiert aussi d'organiser une participation large en donnant la parole à tous à travers une dynamique d'intelligence collective. C'est la raison du choix de notre orateur de ce jour et de nos panélistes. Winston Churchill a dit un jour « Certains changent de conviction pour l'amour de leur parti. Moi, je change de parti pour l'amour de mes convictions. » Il faut dire qu'il a changé 2 fois de parti et n'y voyez aucune allusion à la politique belge. Si nous voulons rester fidèles à des idéaux comme la justice sociale, le partage, l'être humain au centre de nos préoccupations et le respect de la nature, nous devons alors accepter aussi de revoir en partie nos modes de fonctionnement. Et pour certains, il est possible d'y parvenir sans changer radicalement de système économique, mais en l'adaptant et en le réinventant. C'est tout l'enjeu de l'économie de la mutualisation dont nous allons entendre parler ce soir.
Je tiens vraiment à remercier très sincèrement l'équipe du Cercle du Lac, tous les membres de l'équipe et en particulier notre directrice Sylvie Waudon. Je tiens aussi à remercier INBOE dont le partenariat rend possible ce dîner-débat et sa retransmission Internet. INBOE représenté ici par Madame Duplat. Je vous remercie pour votre présence avec nous ce soir. Naturellement, mes remerciements les plus chaleureux vont à notre conférencier de ce soir, Émile Servan-Schreiber, aux autres participants au débat, Jacques Craé, Thomas Lederer et Philippe Chevalier, et à notre animateur présentateur, François Mathieu, à qui je cède immédiatement la parole pour présenter notre orateur, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée au Cercle du Lac. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. La semaine dernière, on parlait de recherche, d'innovation dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on va aborder un tout autre domaine, l'intelligence collective, effectivement, avec un conférencier de marque, ingénieur, docteur en psychologie clinique, cogniticien, on peut dire ça aussi ? Cogniticien, fondateur de la société Hypermind et auteur du livre que vous voyez ici, Super Collectif, publié chez Fayard, que je vous recommande. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et il va vous en faire la preuve maintenant. Émile Servan-Schreiber, c'est à vous, vous avez une demi-heure. Donc voilà l'enjeu. Être plus intelligent ensemble, parce que ça va être la seule façon que le monde devienne peut-être meilleur. Il va falloir qu'on augmente un peu notre niveau de jeu en termes d'intelligence. On pourrait aussi parler de mutualisation d'intelligence. Comment mutualiser nos intelligences? Comment utiliser mieux l'intelligence des uns et des autres? Alors pourquoi c'est important? Parce que nous sommes déjà presque 8 milliards. Cette slide a été faite il y a quelques semaines, mais au rythme où vont les choses, nous sommes bientôt 8 milliards. Et alors, c'est à la fois un problème, évidemment, pour la planète. En ce moment, c'est un problème. C'est aussi une opportunité parce que ces 8 milliards de cerveaux sont connectés. Et sont connectés à un niveau qui est tout à fait extraordinaire par rapport à ce qui était possible encore il y a 10 ans ou même encore il y a 20 ans. On est tous connectés les uns aux autres tout le temps. D'ailleurs, j'ai oublié de l'éteindre. Voilà, on est tous connectés les uns aux autres tout le temps. Je pourrais, à la fin de la soirée, avoir tous vos numéros de téléphone, vous intégrer dans mon réseau social, et d'un seul coup, vous seriez disponible pour m'aider à réfléchir sur quelque chose au choix. Et donc, c'est l'avènement d'une nouvelle forme d'intelligence. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on nous a bassiné les oreilles avec l'intelligence artificielle depuis quelques années, à juste titre, mais on parle aussi beaucoup des avancées qui sont faites dans la cognition, les neurosciences cognitives, comme on appelle ça, qui vont jusqu'à maintenant impacter la pédagogie dans les écoles. Donc c'est quelque chose maintenant devenu très concret. On parle beaucoup de biais cognitifs, on apprend beaucoup sur comment le cerveau fonctionne bien ou mal. Mais il y a une forme d'intelligence dont on parle moins, et dont on parle surtout en général moins bien, à mon avis, c'est l'intelligence collective, qui va être notre nouveau monde, donc notre chance. Pourquoi c'est une chance d'ailleurs? C'est aussi parce qu'on oublie ça, mais un cerveau humain, en termes de nombre de calculs à la seconde, vaut 1000 superordinateurs chinois. C'est pas mal. Un cerveau humain. Ça veut dire que vous multipliez ça par 8 milliards et vous obtenez une puissance de calcul qui est juste fabuleuse. Donc l'enjeu, ça va être comment est-ce qu'on va faire pour organiser tout ça. Alors l'intelligence collective, voilà un exemple qui, modestement, nous est donné par nos cousins les termites. Ça, c'est une termitière qui a été créée, qu'on a découverte il y a 2 ans en Australie, et qui a cette particularité, parce que les termitières, d'habitude, ça ressemble plutôt à une Trump Tower un peu ennuyeuse. Celle-là était plutôt amusante. Elle a, de toute évidence, on pense, subi un cataclysme climatique qui a forcé
les petits insectes à la reconstruire à la hâte, et ce qui lui a donné ce look un petit peu étrange. Mais ça vous rappelle peut-être cet autre édifice au look un petit peu étrange. Et ce contraste entre ces deux cathédrales nous informe sur les deux grands principes de l'intelligence collective. Le premier principe, c'est que le nombre fait la force. Si vous prenez 1 million de termites dans une termitière, chaque termite n'ayant que très très peu de neurones en tête, donc là vous avez des neurones, vous avez 250 000 neurones par termite, vous multipliez ça par 1 million, vous arrivez à construire quelque chose qui a l'air intelligent, alors qu'avec 250 000 neurones, vous ne pouvez pas faire grand-chose tout seul. Ça fait 250 milliards de neurones. Le contraste amusant, c'est qu'avec un cerveau humain, il y a 3 fois moins de neurones dans un cerveau humain, dans le cerveau de l'architecte, qu'il n'y a dans la colonie de termites. Et pourtant, ces 3 fois moins de neurones dans un cerveau humain arrivent à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que les 3 fois plus de neurones dans une colonie de termites. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mieux organisés ensemble, pour travailler ensemble. Donc le nombre, très bien, le nombre fait la force, mais l'organisation de ce nombre va faire toute la différence. Et c'est là où l'intelligence collective est aussi une intelligence artificielle. C'est quelque chose qui se design, quelque chose qui se conçoit, qui s'organise. Ça ne marche pas tout seul. Alors que sait-on de l'organisation de l'intelligence collective ? Mais en fait, c'est qu'il y a à peine 10 ans, en 2010, qu'on a fait pour la première fois une expérience intéressante qui était de tester le QI d'un groupe. Donc on prenait, ça a été fait au MIT et Carnegie Mellon, donc dans une université ultra technologique. Ils sont habitués à passer les tests de QI avant d'accepter leurs étudiants. Et ils se sont dit, tiens, mais on va prendre des groupes comme ça de 5 ou 6. Imaginez vos tables là, vous êtes tous, on vous pose des problèmes de QI et vous devez les résoudre en groupe. Et on mesure le QI de chaque table. À votre avis, quelle table aurait le meilleur résultat ? Bon, on va voir tout à l'heure. Je vais vous dire laquelle. Première découverte, c'est qu'on peut mesurer le QI d'un groupe. Ça existe. Le groupe, il a une intelligence. Et il a une intelligence qui lui est propre. C'est ça qui est très intéressant. Donc, si on se demandait qu'est-ce qui détermine le QI du groupe, la première idée naturelle, ça serait de se dire il faudrait que tout le monde dans le groupe soit intelligent, ça aiderait le groupe à être intelligent. Donc la moyenne des intelligences du groupe. Ou alors, on pourrait se dire, si on est un peu plus vertical, on pourrait se dire il faut qu'il y ait quelqu'un de très très intelligent dans le groupe. Et comme ça, les autres n'ont pas besoin de l'être et le groupe va être très intelligent. L'homme ou la femme providentielle. En France, on est content, on a un président très intelligent. Est-ce que ça marche ou pas ? On verra. Ou alors, on peut se dire, tiens, mais ça pourrait être aussi, il faut l'âge du capitaine. Il faut des gens qui ont un peu de bouteille. Ça aide le groupe à être plus intelligent. Ou alors, dernière hypothèse un peu folle, ça pourrait être la proportion de femmes dans le groupe. La distribution, la mixité du groupe, ça pourrait être quelque chose d'utile. Eh bien, le résultat, c'est que c'est la proportion de femmes dans le groupe qui compte le plus. Les groupes les plus intelligents, voilà, donc voilà, table là. Vous voyez ce qui est intéressant, la moyenne des QI, avoir beaucoup de gens intelligents dans le groupe, c'est pas mal, mais la corrélation avec le QI du groupe est très faible, 15%. Si on a un QI exceptionnel dans le groupe, ça aide, c'est déjà un peu mieux. Mais ce qui aide vraiment, c'est d'avoir une plus grande proportion de femmes dans le groupe. Alors, vous ne me croyez pas, c'est normal. Donc, voici les datas. Voici à quoi ressemblent les datas. Vous voyez, c'est pas complètement linéaire. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici le pourcentage de femmes. On voit que quand c'est moins de 50%, le QI du groupe a tendance à être en dessous de la moyenne. Et quand c'est plus de 50%, le QI du groupe a tendance à être au-dessus de la moyenne. Alors, il y a un peu de bruit. Et en fait, en vrai, il y a un retour, vers la moyenne quand on est 100% de femmes. Donc les groupes de femmes fonctionnent mieux quand il y a quand même une minorité d'hommes dedans.
Mais c'est quand même important comme résultat. Et d'ailleurs, c'est un résultat, vous pouvez être très fier que votre nouveau Premier ministre, qui est un grand avocat pour la cause de la parité, je crois que votre gouvernement est totalement paritaire aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être avec lui sur un panel au début de l'année pour le Forum Jump. Et il était vraiment totalement convaincu par le fait que la diversité compte énormément, que la parité, ça compte énormément, etc. Enfin, un cran plus loin, il faudrait que le Premier ministre soit une femme aussi, mais bon, ça y arrivera un jour. Ah, vous avez déjà eu? D'accord. Mais il n'y avait pas le gouvernement paritaire avec. Pas vraiment. Alors, pourquoi est-ce qu'avec plus de femmes, ça marche mieux? Parce que ça ne peut pas être qu'une question d'hormones. En fait, quand on regarde un peu, on creuse un peu l'affaire, on se rend compte que c'est parce que dans les groupes où il y a plus de femmes, il y a moins d'hommes. Et ça aide. Ça aide pourquoi? Parce que, en fait, ça aide déjà à mieux distribuer le temps de parole. Il y a moins d'hommes pour essayer de monopoliser le temps de parole. Donc il y a une meilleure distribution du temps de parole. Ça ne sert à rien d'être en groupe si tout le monde ne s'exprime pas. Donc, avec des groupes où il y a plus de femmes, tout le monde a la chance de s'exprimer. Et puis, par ailleurs, ça ne sert à rien de s'exprimer si les gens n'écoutent pas. Et dans les groupes où il y a plus de femmes, il y a une meilleure qualité d'écoute. Parce que les femmes, biologiquement, je pense, ça peut être culturellement, biologiquement, enfin, bon, par nature, ont une meilleure capacité à écouter. C'est statistique, ça ne veut pas dire que toutes les femmes écoutent mieux que tous les hommes, et ça. C'est statistiquement, il y a une petite différence entre la capacité d'écoute, non seulement d'écoute attentive, mais aussi de captation des non-dits, ce qu'on appelle en psychologie la sensibilité sociale, c'est-à-dire la capacité à deviner, rien qu'en regardant l'autre, quelle est l'émotion qui anime l'autre. Donc capacité non seulement à écouter, mais à entendre ce qui n'est même pas dit. Donc ça, c'est plus développé chez les femmes. Et donc, dans les groupes où il y a plus de femmes, meilleure distribution de temps de parole, meilleure sensibilité sociale, capacité d'écoute. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'en fait, le QI, l'intelligence rationnelle d'un groupe, la capacité de cette table à résoudre un problème de façon rationnelle, va dépendre en fait beaucoup, et beaucoup plus qu'autre chose, sur l'intelligence émotionnelle de chacun dans le groupe. Cette capacité simplement à être ensemble et à profiter du fait qu'on est les uns avec les autres. Pas se marcher sur les pieds, se laisser parler, s'écouter quand quelqu'un parle, etc. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc au lieu d'opposer ces deux notions de l'intelligence, comme on l'a fait longtemps, il faut comprendre qu'elles sont construites l'une sur l'autre. Alors, ça c'était sympa, c'était dans les labos, etc. Mais en fait, on retrouve ça dans l'économie réelle. Il y a quelqu'un, Michel Ferrari, qui fait des études formidables tous les ans depuis une dizaine d'années sur la performance économique des entreprises plus ou moins féminisées. Et donc il a construit notamment ce qu'il appelle le Femina Index, qui est les 15 entreprises du CAC 40 qui ont au moins 35% d'encadrement féminin. Et il compare année après année la performance de ces entreprises en bourse par rapport à la performance du CAC 40 en général. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Par exemple, de 2006 à 2011 en période de crise et puis 2011 à 2016 en période de croissance à nouveau, qu'est-ce qu'on voit? C'est si on avait investi 1 000 € dans les entreprises de l'indice Femina, on aurait fait 60% de profit, alors que si on avait juste investi dans le CAC 40, on avait perdu 4%. La performance des entreprises plus féminisées est meilleure en temps de crise et en temps de croissance. Et ça, tous les ans, ça se reconfirme. Et ce n'est pas uniquement des grandes entreprises du CAC 40. C'est aussi partout où on regarde, que ce soit en Amérique du Nord, en Chine avec des PME, au Canada, en Suède, etc. Partout où les études sont faites, on découvre que les entreprises plus féminisées sont plus innovantes, et en termes de management et en termes de produits. À l'inverse, d'autres études marrantes ont été faites qui ont comparé la taille de l'ego du patron, c'est-à-dire sa capacité à ne pas écouter ses collaborateurs,
avec la performance de l'entreprise. Et la taille de l'ego est mesurée par la taille de sa signature normalisée sur une carte de visite. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ceux qui ont des énormes signatures, ça c'est Rupert Murdoch par exemple, énorme signature, performance pas terrible, petite signature, modeste, bonne performance, etc. Ça c'était publié dans Harvard Business Review il y a quelques années. Voilà. Donc c'est un autre indice que le fait de ne pas écouter ses collaborateurs parce qu'on pense qu'il n'y a que soi qui peut avoir la solution n'est pas la bonne approche pour être intelligent en groupe, en organisation. Alors, ouais, je pensais que j'avais mis la signature de Trump et d'Obama, mais j'ai oublié de la mettre. Parce que vous savez, Trump, il a une signature géante, il met 30 secondes à la faire, tellement elle est grande. Et j'ai trouvé des... Donc il montre tout le temps d'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une signature, il la montre. Pour Obama, c'était plus compliqué à trouver parce qu'il y a très peu de photos. Mais j'ai trouvé aussi une signature d'Obama sur le même document où il signe une loi, vous savez. Et en fait, elle est 4 fois plus petite. C'est incroyable. Et donc, et ça correspond tout à fait à leur slogan de campagne. Il y en a un qui était « We », hein, « Yes, we can », on peut ensemble. Et l'autre, c'était « I alone can fix it ». Hein, il n'y a que moi qui sache, quelque part. Donc c'était vraiment, ça sous-tendait le propos là. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, l'essentiel de mon travail, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse des foules. C'est-à-dire l'intelligence collective, pas sur 5 ou 6 personnes, mais sur 60, 600, 6000 hein, à la fois. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et à quoi ça peut servir? Et d'abord, est-ce que ça existe? Parce que sagesse et foule, évidemment, ce n'est pas deux mots qu'on a tendance à associer l'un avec l'autre. Alors, figurez-vous que la sagesse des foules, ça a été découvert par ce type-là, qui a une mauvaise réputation aujourd'hui parce qu'il a aussi inventé l'eugénisme. Mais bon, c'était par ailleurs un génie statisticien, hein, un data scientist de l'ère victorienne, Francis Galton, cousin de Darwin, qui, à la fin de sa vie, c'est la dernière découverte qu'il a faite, il a d'ailleurs publié, dernière publication scientifique qu'il a faite dans Nature, il se promenait, il était retiré à la campagne, il était vieux et malade, et il se balade... il tombe sur une foire agricole où il y a un concours. Il trouve des centaines de gens assemblés autour d'un bœuf. Et le concours, où chacun paye un petit peu pour essayer de gagner, en écrivant sur un petit bout de papier sa meilleure estimation du poids de la viande qu'on va pouvoir extraire de l'animal. Alors, à moins d'être un boucher expert ou un éleveur expert, ce n'est pas évident. Et la plupart des gens qui étaient là, les 787 personnes, étaient pour la plupart des types qui passaient dans la foire agricole, qui n'étaient pas des experts de ça. Et donc Galton s'est dit, tiens, c'est intéressant, on est en train de parler de démocratie au Parlement, de donner plus de pouvoir à la Chambre des communs par rapport à la Chambre des lords, etc. Tout ça, ça me paraît être un peu de la foutaise, moi qui suis de l'élite. On va voir si cette foule de gens qui ne s'y connaît pas plus en bœuf que l'électeur moyen ne s'y connaît en politique, est capable quand même de dire quelque chose d'intéressant en répondant à cette question. Et donc il récupère tous les tickets des 787 personnes, il les ramène chez lui, il les met en ordre de la plus petite à la plus haute estimation, et il prend celle qui est pile au milieu. Il dit ça, c'est la voix du peuple. C'est l'estimation médiane pile au milieu. Et il se trouve que cette voix du peuple était à quelques kilos près, à peu près parfaite. Et donc très fair play, parce que c'est quand même un anglais, et bon, bah, démocratie, why not? Et ça, c'est la première découverte du QI, on pourrait dire le QI des foules, le QI d'une foule. Alors moi, je me suis posé la question, j'en parle dans mon livre, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si on prend moitié moins? Si la foule, au lieu de faire 800 personnes, elle en fait 400, ou si elle en fait que 40, ou que 4, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça aurait été aussi bien? Et en fait, voilà à quoi ressemble la courbe. Et c'est très intéressant, tous les enseignements qu'on peut en tirer. D'abord, vous voyez ici que, donc là, c'est le nombre de gens dans la foule, hein, ça va de 1 à 787. Et ici, c'est l'erreur qui est faite en moyenne par un groupe de cette taille. Donc vous voyez que l'erreur d'une personne en moyenne, c'était 4,5%. Donc vous prenez que des gens qui en moyenne se plantent, vous les mettez tous ensemble et vous obtenez un ensemble qui ne se plante pas. Donc c'est presque magique. C'est assez extraordinaire.
la moyenne des estimations est bien meilleure que l'estimation moyenne. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que vous voyez que plus on est, meilleur on est. Ça n'arrête pas de descendre. Troisième enseignement, c'est que ça ne descend pas n'importe comment. Ça descend avec ce qu'on appelle le rendement décroissant. Alors, en business, on n'aime pas le rendement décroissant. C'est normal. En revanche, en intelligence collective, c'est très intéressant le rendement décroissant, ça veut dire qu'on obtient le plus de rendement dès le départ. Donc on n'a pas besoin d'être 500 pour être intelligent ensemble. On peut déjà être 10, on est 3 fois plus intelligent que tout seul. À 2, on est déjà beaucoup plus intelligent que tout seul, mais à 10, on est 3 fois plus. Et si on dispose de 100 personnes, sans employés, sans je ne sais quoi, hop, on peut à nouveau diviser par 3 l'erreur par rapport à quand on n'était que 10 au comité directeur. Donc ça, c'est intéressant. On peut tout de suite obtenir les bénéfices de l'intelligence collective. Et si on dispose de beaucoup de gens, eh bien, on en bénéficie encore plus. Alors, je suis désolé, c'est une équation mathématique. Personne n'aime ça. Mais c'est très important parce que l'intelligence collective, la diversité, tout ça, on en parle souvent comme d'un impératif moral, un impératif de société. Mais en fait, c'est une vérité mathématique. C'est une loi de la nature, la puissance de la diversité. Et je voulais que vous voyiez l'équation pour savoir qu'elle existe et que tout ça, c'est mathématique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette équation? Quelque chose de très intéressant, c'est que l'erreur d'un groupe, l'erreur collective, c'est ce terme-là, va diminuer, le groupe fera moins d'erreurs quand les erreurs individuelles dans le groupe diminuent. Donc ça, c'est l'idée de quand il y a des gens intelligents dans le groupe ou des experts dans le groupe a tendance à être un peu plus expert. Donc son erreur va diminuer aussi. Mais ce qui est moins intuitif, c'est que l'erreur du groupe va aussi diminuer quand on augmente la diversité des opinions. Moins les gens sont d'accord, plus il y a de chances que le groupe ait raison. Plus il y a de divergence entre les experts, plus il y a de chances que la consolidation de leurs opinions s'approche encore plus de la vérité. Ça, c'est pas évident. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça nous est tous arrivé d'être dans des réunions où on était le meilleur expert du sujet. Et du coup, on se dit, je n'ai pas tellement envie d'écouter les autres. Eh bien, en fait, si, il faut écouter les autres à partir du moment où ils disent quelque chose de différent. Il y a toujours quelque chose à en tirer pour corriger ses propres erreurs de pensée. Par ailleurs, quand ça vous est aussi arrivé, moi ça m'arrive souvent, vous êtes le plus nul dans le groupe. Vous avez le syndrome de l'imposteur, vous dites qu'est-ce que je fais là, j'y connais rien, les autres s'y connaissent beaucoup mieux que moi, etc. Eh bien, vous avez quand même l'obligation, la responsabilité de dire ce que vous pensez, même si ce n'est pas l'opinion la plus experte, à partir du moment où ça ajoute quelque chose qui n'a pas encore été mis sur la table, parce que ça va aider le groupe à diminuer son erreur. Vous augmentez la diversité, vous diminuez l'erreur du groupe. C'est mathématique. Beaucoup d'enseignements, on peut en tirer pour l'économie aussi, etc. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Exemple très concret, vous comparez la qualité de prévision pour l'issue d'un procès d'étudiants en droit à Stanford, donc très intelligents mais pas d'expérience, avec des professionnels, 20 ans d'expérience, des avocats qui savent ce qu'ils font, etc. Vous voyez que si vous mesurez l'erreur, l'avocat est 2 fois meilleur que l'étudiant. C'est normal, l'expertise, ça compte quand même. Mais si vous prenez 14 étudiants, vous faites la moyenne de leurs estimations, vous obtenez une performance qui est du même niveau qu'un expert très expérimenté. Si vous avez 15 étudiants, vous faites mieux. C'est intéressant, ça. Ensuite, c'est une question de budget. Est-ce qu'il vaut 14 stagiaires ou le consultant McKinsey, c'est ça. Voilà. Mais alors, ça ne veut pas dire que les experts servent à rien, parce que les experts aussi bénéficient de la puissance de la diversité. Prenez plusieurs experts qui pensent différemment, et ça peut être très utile de combiner leurs opinions. Et effectivement, vous voyez qu'ils bénéficient eux aussi de la même courbe de rendement décroissant, etc., pour améliorer la performance. Le seul truc, c'est que les experts, vous prenez 2 experts ici, vous voyez, maintenant il faut 42 étudiants pour faire aussi bien, etc. Mais le problème, c'est que souvent, plus les gens sont experts, et moins ils ont tendance à vouloir combiner leur opinion avec celle de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans l'expérience, il n'y en avait que 1 sur 4 qui était prêt à considérer l'opinion d'un autre,
avant de finaliser la sienne. Donc, voilà, une leçon à prendre pour nous tous qui nous croyons experts. Écoutons les autres quand même. Alors, tout ce que je vous ai dit là, la sagesse des foules, et ça, bon, c'est peut-être un peu nouveau, parce qu'effectivement, les idées qu'on a dans la tête de ce que c'est qu'une foule, c'est plutôt ça. Hein. Il y avait une formidable émission ce matin, cet après-midi, quand je conduisais pour venir, sur la Une, sur Hindenburg, et comment Hitler a été mis au pouvoir, etc. Donc ça tombe bien. Et donc pour moi, enfin, l'image qu'on m'a mis dans la tête quand j'étais petit, vous aussi j'imagine, c'est plutôt ça, une foule. Hein. Des gens qui ne réfléchissent pas, alors qu'individuellement, ils sont peut-être très intelligents. Hein. Et c'est exactement d'ailleurs ce que disait ce grand sociologue français, qui a écrit ce magnifique livre, La psychologie des foules, qui est le premier à avoir analysé la foule comme un être pensant au XIXe siècle, et avec beaucoup, beaucoup de scepticisme. Sa grande phrase étant que la foule est toujours intellectuellement inférieure à l'homme isolé, et que la foule n'accumule jamais l'intelligence, mais que la médiocrité des uns et des autres. Et que vous prenez quelqu'un de très intelligent, le mettez dans une foule, il devient idiot. Ça nous est tous arrivé d'ailleurs. Il a absolument raison, cet homme-là. Ça nous est tous arrivé, que ce soit à l'école, on est intelligent, et puis hop, on est pris dans une dynamique de groupe et on fait une bêtise, au bureau, même chose, etc. Bon. Dans un gouvernement, ça peut arriver aussi. Et donc, comment réconcilier ce discours entre la sagesse des foules que je vous ai présenté et ce discours-là qui est tout à fait véridique aussi? Eh bien, en fait, c'est qu'il y a une recette. C'est là où on retombe sur ce que je disais au départ, l'organisation de l'intelligence collective. Il y a une recette. Si on suit la recette, on arrive à organiser le groupe de façon à ce qu'il produise de l'intelligence. Si on ne suit pas la recette, on obtient la bêtise de la foule. Alors, cette recette, c'est 4 ingrédients. Je vous présente les 3 principaux. C'est la diversité des opinions, d'abord. Ça ne sert à rien d'être en groupe si tout le monde pense pareil. Il y a une phrase géniale de Patton qui disait si tout le monde pense pareil, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas. Et d'ailleurs, il paraît que dans le Talmud, c'est le grand rabbin de France qui me disait ça. On fait une conférence ensemble un jour, il me dit « Ah, c'est formidable ton truc, on dirait le Talmud avec les preuves scientifiques. » Je dis « Ah bon, de quoi tu parles ?» Il me dit « Oui, dans le Talmud, on explique très clairement à plusieurs reprises que quand on arrive à une décision unanime, on la rejette. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez réfléchi. Si tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi. Et donc c'est ça, il faut la diversité, il faut qu'on pense différemment, sinon ça ne sert à rien qu'on soit dans le groupe. Deuxièmement, si vous assemblez un groupe de plein de gens qui pensent différemment, imaginez le comité directeur, etc., mais le patron n'a pas envie d'entendre la contradiction, personne ne va l'exprimer, ça ne sert à rien que tout le monde pense différemment si personne ne l'exprime. Donc il faut un processus dans le groupe qui encourage les gens à exprimer leur indépendance d'esprit, à exprimer leur divergence, sans être rabroués ni pénalisés pour ça. Et troisièmement, une fois que toutes les divergences ont été mises sur la table, il faut un processus objectif pour consolider tout ce qui a été mis et en tirer quelque chose. Pas un consensus. Le consensus, c'est l'ennemi mortel de l'intelligence. Comme le Talmud et le général Patton le savaient. Si vous entrez dans la réunion en se disant « il faut qu'on sorte en étant tous d'accord », votre réunion, elle ne va pas produire quelque chose d'intelligent. Elle va produire de la conformité. La conformité est l'ennemi. Le consensus encourage la conformité. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un processus qui encourage les divergences, mais la seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui va consolider tout ça pour qu'on puisse quand même avancer, même si on n'est pas d'accord. C'est la même chose qu'une élection. Voilà, différents types d'agrégations. Pour une élection, on arrive, personne n'est d'accord, mais on est d'accord sur un truc, c'est que le lendemain du vote, on a un gagnant, on a un gouvernement, on avance. On verra comment ça se passe le 3 novembre. Mais bon, a priori, c'est là-dessus qu'on est d'accord. C'est comme ça qu'on consolide toutes les divergences de tout le monde. Ou alors, quand il s'agit d'estimer, comme on l'a vu avec les avocats ou avec l'histoire du bœuf, on prend une moyenne mathématique, c'est une autre façon d'agréger toutes les différences. Ou alors,
Moi, ça c'est ma façon préférée, c'est avec ça qu'on travaille beaucoup, y compris en entreprise, c'est en faisant parier les gens. En faisant parier pour faire des prévisions. Pourquoi parier? Parce que ça encourage la diversité d'opinions. Si on est d'accord avec le prix d'une de vos entreprises sur le marché, on ne va pas acheter, on ne va pas vendre. On ne va pas participer. Okay, on ne participe au marché qu'en achetant ou en vendant parce qu'on n'est pas d'accord sur le prix. On dit que le prix est trop bas ou le prix est trop haut. Donc la prévision, le pari va servir à ça. Il encourage aussi l'indépendance d'esprit puisqu'on a tendance à s'inscrire en faux par rapport au consensus. En fait, le prix du marché, finalement, c'est un consensus, certes, mais c'est surtout un anti-consensus. C'est l'endroit où on est d'accord pour ne pas être d'accord. Le vendeur pense que l'acheteur est idiot et l'acheteur pense que le vendeur est idiot. Et que chacun pense gagner. Donc c'est ça qui est très très puissant dans le pari. Donc, pour juste conclure sur cette première partie, l'ennemi de l'intelligence, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas parce qu'on est en foule qu'on va être idiot, c'est le conformisme. Et l'ami de la sagesse, ce n'est pas d'aller réfléchir tout seul dans son coin comme un philosophe au cerveau très puissant, c'est au contraire de s'entourer de gens qui pensent un petit peu différemment et d'en profiter. Alors, à quoi ça peut servir tout ça, que ce soit en entreprise ou en gouvernement, etc. Ça sert justement à gouverner une entreprise ou un pays ou soi-même. Et gouverner, comme le disait si bien ce bonhomme, Émile de Girardin, qui a inventé la presse moderne, c'est lui qui a eu l'idée de mettre de la publicité dans les journaux pour baisser le prix de l'abonnement au XIXe siècle. C'est encore le modèle que tout le monde utilise aujourd'hui, d'ailleurs, c'est marrant. Et il disait « gouverner, c'est prévoir ». Gouverner, c'est prévoir, tout le monde se souvient de ça. C'est une phrase qui est reprise, c'est devenu un peu bateau. Mais en fait, la phrase qui était juste avant est encore plus intéressante. On disait « il faut calculer les probabilités pour avoir une politique correcte ». On ne peut pas baser une politique sur des probabilités qui ne sont pas établies ou qui ne sont pas fiables. Sinon, on va se planter, on va dans le mur. C'est pour ça qu'il disait « gouverner, c'est prévoir ». C'est intéressant parce que cet autre personnage que vous connaissez aussi sûrement, Yann Lequin, c'est lui qui a inventé le deep learning, qui fait que vous avez entendu parler d'intelligence artificielle depuis quelques années, toute la journée. C'est lui qui a inventé les algorithmes qui permettent au réseau de neurones d'apprendre. Et la raison pour laquelle donc ce type qui a les mains dans le cambouis de l'intelligence, on pourrait dire toute la journée, il dira que le cœur de l'intelligence, ce à quoi ça sert vraiment et ce qui permet d'être intelligent, c'est d'abord la capacité à faire des prévisions. Et il se trouve, comme le dirait cette presse moderne du coup, que ce qu'on appelle les marchés prédictifs, qui consolident les paris de multitudes, sont ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour faire des prévisions sur des sujets où il n'y a pas beaucoup de données, ou alors les données sont très dispersées, les sujets un peu complexes. Voilà. Donc le collectif, l'intelligence collective, est au cœur de ce qu'on peut appeler l'intelligence la plus utile. Alors comment ça marche? Marché prédictif, c'est comme un marché financier, sauf qu'au lieu de coter une entreprise, on va coter un événement du futur. Est-ce qu'un tel va être élu? Alors il y a une action Trump élu, une action Biden élu, etc. Et cette action, elle vaut ce que les gens sont prêts à l'acheter ou la vendre, étant donné qu'à la fin, quand on saura ce qui s'est passé, l'action vaudra soit 0, soit 100. Et donc elle va osciller entre 0 et 100, en reflétant le consensus des gens qui sont prêts à prendre un risque pour l'acheter et la vendre en espérant faire un profit. Et vous voyez que là, cet après-midi, là on cote Biden et Trump depuis presque 2 ans. Et Trump, aujourd'hui, ça vaut 33% et Biden, 66%. Pour qui va être élu le 3 novembre. Qu'est-ce qui est intéressant là? C'est qu'entre 0 et 100, on peut assimiler cette cote à une probabilité que l'événement arrive. C'est facile de faire la correspondance. Donc on dirait, Trump a 33% de chance d'être élu, une chance sur 3. Il n'est pas favori, mais il a une chance sur 3. Voilà. En 2016, le jour de la veille de l'élection, ce type de système s'est moins planté que tous les autres, en donnant à Trump une chance sur 4. Donc même avec une chance sur 3, il a quand même une bonne chance de gagner. Une chance sur 3, ça ne veut pas dire 0.
Voilà. Si vous avez une chance sur 3 en sortant d'ici de vous faire écraser, vous ne sortez pas d'ici. Voilà. Donc c'est la même chose là. Est-ce que ça correspond à... Je ne sais pas. Mais on peut coter avec ce système n'importe quoi, n'importe quel événement du futur. Donc évidemment, en politique, c'est assez facile. Mais on peut aussi coter des choses comme, par exemple, quand est-ce que la FDA américaine va approuver un vaccin contre la Covid? Ou quand est-ce que le Boeing va enfin avoir le droit de faire revoler son avion? Ou quand est-ce que le Royaume-Uni va finalement faire un deal avec la Commission européenne cette année, avant le Brexit? Donc on peut coter n'importe quoi et en tirer des probabilités à chaque fois, qui évoluent évidemment au fur et à mesure du temps, etc. Alors, comment est-ce qu'on sait que ces probabilités sont fiables? Eh bien, on prend tous les événements qui ont eu lieu, on a coté des centaines et des centaines d'événements depuis 4-5 ans maintenant, 5-6 ans presque. Et quand on regarde les cotes qui sont données, donc les probabilités qui sont données, on prend tous les événements, par exemple, qui ont été cotés à 20%, on regarde combien se réalisent, on voit que 20% d'entre eux se réalisent. Tous les événements cotés à 50%, il y en a 50% qui se réalisent. Tous les événements cotés à 80%, il y en a 80% qui se réalisent. Donc en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Il y a une correspondance pratiquement parfaite qui vous dit que le collectif est capable non pas de vous dire ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver, mais il est capable de vous dire très précisément quelle est la probabilité que ça arrive. Donc, ce n'est pas des certitudes, ce sont des probabilités, voilà, qui permettent ensuite de prendre des risques calculés. Si vous voulez faire mieux que des probabilités, il faut demander à celui très haut. Voilà. Il n'y a que lui qui peut savoir. Comme disent les Marocains chez qui j'enseigne, c'est écrit. Voilà. Sauf qu'il n'y a que lui qui sait lire. Voilà. Nous, on arrive à faire ça. C'est tout. Alors, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup, c'est eux. Parce qu'eux, ils font face à beaucoup de problèmes très compliqués, où il n'y a pas beaucoup de data. Hein. Par exemple, vous voulez prévoir le résultat d'une élection en Afghanistan. Il n'y a pas beaucoup de data sur les élections en Afghanistan. Il y a eu 1 élection et demie, et encore, en Afghanistan. Donc, ce n'est pas facile d'entraîner un réseau de neurones pour vous donner une prévision là-dessus. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est peut-être demander à des analystes professionnels ou demander, c'est ce qu'on a essayé, ce qu'ils nous ont demandé d'essayer avec plusieurs belles universités, c'est des grosses équipes de recherche sur plusieurs années, d'essayer d'enrôler 10 000 lecteurs du New York Times et autres amateurs de géopolitique, qui ne sont pas des professionnels, des gens comme vous et moi, qui nous intéressons au monde, pour voir si on était capable de faire des prévisions intéressantes sur les événements géopolitiques autour du monde. Pendant 5 ans. Pendant 4 ans, pardon. 500 questions, 10 000 participants, etc. Et le résultat, c'est que des collectifs de plusieurs centaines d'amateurs sont capables de faire jusqu'à 30% mieux que les professionnels analystes de la CIA. En étant payés $200 par an, pour dire merci, ce n'est pas vraiment un salaire, c'est $200 par an, et en n'ayant accès qu'à Google. Contrairement aux analystes qui sont payés pour ça toute la journée et qui ont évidemment toute l'information top secrète, etc. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi? C'est à nouveau comme les avocats contre les étudiants. 1 ou 2 analystes tout seuls dans leur coin avec leurs biais cognitifs et autres sont beaucoup moins puissants que la grande diversité de tous les points de vue qu'on peut obtenir avec beaucoup d'amateurs sur Internet qui ont des sources d'informations différentes, sur des terrains différents, des perspectives différentes, etc. Alors on utilise ça, nous, pour les entreprises, pour des questions beaucoup moins marrantes que les élections en Afghanistan. Combien de voitures on va vendre avant la fin de l'année? Pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises se disent, avec le Covid, on ne sait plus du tout. En gros, tous les modèles qu'on avait de comment fonctionne l'économie l'année dernière sont un peu invalidés, ne sont peut-être plus pertinents. Les datas qu'on avait sur la façon dont les gens consomment sont plus vraiment utiles. Du coup, on va demander à l'intelligence collective de nos employés et des panels extérieurs qu'est-ce qu'ils en pensent et de les faire parier les uns contre les autres pour essayer d'extraire comme ça des probabilités sur des choses importantes. Quand on fait ça, avec différents types d'entreprises, on se rend compte que 3 fois sur 4,
la prévision collective est meilleure que les méthodes classiques avec des feuilles Excel, des data, des trends, etc. Et meilleur, ça veut dire entre 15 et 30% mieux. C'est d'autant meilleur qu'on est dans des situations où il y a de la nouveauté, nouveaux marchés, nouveaux produits, nouveaux types de supply chain, etc. Tout ce qui est nouveau fait que les datas sont moins pertinentes et du coup, on est obligé de demander aux gens sur le terrain pour remplacer ça. Alors, on a essayé ça récemment. Avant le Covid, même un an avant le Covid, on avait commencé avec l'université de Johns Hopkins à faire des prévisions sur des tas de virus. 19 types de virus, Ebola, grippe, dengue, etc., dans le monde entier, pour voir comment les épidémies allaient passer d'un pays à l'autre, etc. Bon, on demandait à des tas de professionnels, des centaines de professionnels de santé publique, de faire des prévisions là-dessus. Pendant un an. 15 mois, pardon, 60 questions, etc. Donc un gros truc. On va poser des questions du style, par exemple, celle-là, combien de pays membres de l'OMS rapporteront au moins 1000 cas de Covid avant le 2 avril. Voilà, donc des questions quand même assez précises. Hein. Et ensuite, on voit, il y a des réponses qui sont plus favorites que d'autres, ça évolue dans le temps, etc. Et on peut mesurer la performance des prévisionnistes individuels. Quand on fait ça, donc ici on mesure l'erreur, donc plus c'est bas, mieux c'est. Vous voyez les 560 performances individuelles. Ici, ce sont les meilleurs. Il y en a quelques-uns qui sont très bons. Il y a quelques-uns qui sont super mauvais. Et puis la plupart, ils sont à peu près ici. Il se trouve que ici, c'est l'équivalent d'une prévision aléatoire. C'est-à-dire qu'une prévision aléatoire, c'est j'ai les yeux bandés, je lance une fléchette sur la réponse. Et donc la plupart des experts, souvenez-vous, ce sont quand même des experts en santé publique, qui en plus ont décidé que c'était intéressant de passer du temps à faire ça. Donc ils sont volontaires, auto-recrutés dans le système. Eh bien, leurs prévisions individuelles sont généralement pas meilleures qu'un chimpanzé, les yeux bandés, qui lancerait des fléchettes sur les réponses. Individuellement. Okay. Mais si on prend tous ces gens qui se plantent et qu'on les met ensemble avec des algorithmes d'intelligence collective en les faisant parier les uns contre les autres, on obtient une performance qui est meilleure que tous les individus, y compris les meilleurs d'entre eux. Et ça peut s'appliquer, donc c'est la même chose qu'on observait avec la CIA, hein, donc ça s'applique à tous les domaines où il y a de l'expertise qui finalement n'en est pas vraiment. Parce que qui est expert en élection afghane? Qui est expert en Covid? On a bien vu qu'il n'y avait pas d'experts en Covid. Il n'y en a pas. Ou alors, il y a tellement d'expertises différentes qui ne sont pas d'accord entre eux, on ne peut plus appeler ça de l'expertise, si vous voulez. Donc, c'est... Voilà. Mais quand on les met tous ensemble, ça marche. Okay, donc, il y a quand même de l'espoir. D'ailleurs, ça, c'est notre professeur à Johns Hopkins qui témoignait au Congrès en mars que ça permet de faire des prévisions très utiles. Alors, pour finir... On s'est quand même rendu compte que si on vous fait tous parier, là, il y en a quelques-uns qui vont être meilleurs que d'autres. On a bien vu d'ailleurs. Dans les Johns Hopkins, il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres. Le problème, c'est qu'au départ, en général, on ne sait pas sur les 560 qui sont ceux-là. On ne le sait qu'après. Une fois qu'on les a repérés, ça peut être utile pour le prochain coup, mais bon, on ne le sait qu'après. Donc la bonne question, c'est mais qui sont ces meilleurs prévisionnistes et qu'est-ce qui les caractérise ? Qu'est-ce qui fait que vous allez être meilleur que madame, qui va être meilleur que monsieur, etc. Eh bien, en fait, on a découvert que ce qui était plus important quand on fait des prévisions, ce n'était pas ce qu'on sait déjà, ce n'est pas l'expertise préalable, qui peut vous aveugler autant qu'elle vous illumine, autant qu'elle vous éclaire, mais c'est la façon dont on pense. Ce que Montaigne, je crois, disait, hein, c'est la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine. Et cette tête bien faite, en particulier, c'est ceux qui ont ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. Alors, levez la main juste pour voir qui n'est pas ouvert d'esprit. Évidemment, on se sent tous ouverts d'esprit. Okay ? Donc le keyword, là, c'est active. Ouverture d'esprit active. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va activement
cherchez des gens qui vont vous porter la contradiction avant de se faire un avis final. Et ça, c'est extrêmement désagréable pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs, il n'y a que 2% de la population qui a cette compétence de trouver plaisir à se faire porter la contradiction par les autres. Okay. Mais maintenant que nous savons que c'est ça qui marche, on peut prendre plaisir. C'est comme apprendre à faire quelque chose de compliqué, apprendre le chinois, je ne sais quoi. J'allais dire le néerlandais, je suis désolé. Mais, non, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il y a de moins en moins de gens chez les jeunes qui veulent apprendre le néerlandais, et inversement le français chez les néerlandais, etc. Mais c'est très utile d'apprendre à apprécier de se faire porter la contradiction plutôt que d'être irrité et de trouver ça désagréable, parce que c'est ça qui va faire que vous êtes capable d'intégrer mieux l'intelligence des autres et ce qu'ils peuvent vous apporter et comment corriger vos propres erreurs. C'est ce que disait ce type qui a mauvaise presse ces jours-ci parce qu'il était un peu anti-intégration, paraît-il. Donc il était ségrégationniste, etc. Mais enfin bon, c'est quand même lui aussi qui a sauvé l'Europe en envoyant ses GIs en 1917. Donc de notre point de vue, c'était quelqu'un quand même d'assez exceptionnel. C'est lui aussi qui a inventé la Société des Nations, la première intelligence collective planétaire, qui a donné l'ONU plus tard. Et il disait ce truc formidable, il disait, évidemment je suis intelligent, je suis président des États-Unis, mais je n'utilise pas que mon cerveau, j'utilise aussi tous ceux que je peux emprunter. Et ce type-là qui utilisait des cerveaux, il n'avait pas de téléphone portable pour connecter à plein de cerveaux facilement. Il n'avait même pas de téléphone du tout sur son bureau. Il n'avait que ses quelques collaborateurs, etc. Donc nous, aujourd'hui, on peut faire ça beaucoup mieux que lui et suivre son conseil de façon beaucoup plus avisée. C'est la seule façon, d'ailleurs, dont on a de devenir plus intelligent. On ne peut pas prendre une pilule pour augmenter son QI. On ne peut pas faire un transfert de neurones de quelqu'un d'autre pour augmenter son QI, mais on peut utiliser l'intelligence des autres en la sollicitant et en l'écoutant pour de vrai, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est le secret, en fait, de l'intelligence. Alors, on a tous été éduqués avec lui, hein. On nous a mis ça dans la tête, c'est un peu comme les nazis d'un côté, puis de l'autre côté, on nous a mis ça dans la tête. C'est le pendant de l'individualisme, hein. Je pense, je suis, je. Et si Descartes était là aujourd'hui, je pense, avec son Mac Pro, il dirait « Je pense avec plusieurs, et c'est comme ça que je suis meilleur ». Merci.